Brestois, Brestoises, une bonne année 2021 à vous, auditeurs et auditrices. Bienvenue pour ce 59e épisode de Brest On Air, le premier depuis quelques semaines, puisque depuis quelques semaines on est davantage en live qu'en podcast, mais on revient pour le format podcast et on retrouve évidemment la fine équipe que vous avez l'habitude de retrouver avec Yann, évidemment. Mon cher Yann, comment vas-tu? Bonne année à toi, évidemment. Bonne année, toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, c'est bon, on a fini les semaines à 2 matchs, c'est un rythme un peu plus calme. On apprécie, même si on apprécie toujours de voir jouer le Stade Brestois, un peu de calme, ça va faire du bien. Et il faudra s'habituer pour les matchs même les semaines à 3 matchs l'année prochaine, puisqu'on jouera la Coupe d'Europe, évidemment. Et Fanche, comment vas-tu? Bonne année à toi également. Eh bien, bonjour à tous, ça va très bien. Bonne année également 2021 à tout le monde. Et ravi de vous retrouver également pour cette nouvelle année du podcast, finalement déjà la 3e année quelque part, parce qu'on a podcasté en 2019, en 2020, et on est toujours là en 2021. Exactement, et pourquoi pas quelques nouveautés qui pourraient apparaître en 2021. D'ailleurs, si vous avez quelques inspirations, quelques idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram notamment, voire directement par mail si vous êtes en 2001, effectivement. Alors, on retrouve le format podcast pour le bilan de cette première partie de saison. Le Stade Brestois vient de finir son 19e match de la saison, et donc la première partie de saison s'est terminée après le match contre le PSG. C'est l'occasion de faire ce bilan. Alors, messieurs, le bilan, alors déjà, on va commencer très rapidement, en peut-être un mot, une phrase. Comment est-ce que vous qualifieriez Comment est-ce que vous qualifieriez la première partie de saison du Stade Brestois? Peut-être Yann, tu peux ouvrir le bal. Moi, je vais un peu botter en touche en prenant l'avis de nos auditeurs, puisqu'on a demandé à nos auditeurs, après le match du PSG, de donner une note à la première partie de saison, et on arrive quand même à une moyenne de 7,5 sur 10. Et je pense que ça rejoint totalement. Enfin, moi, j'aurais mis soit 7, soit 8. Donc, c'est une très grande satisfaction. 7,5 sur 10 qui équivaut évidemment à 15 sur 20 Et pour oui, ceux qui il est ne fort en savent maths. pas trop faire. Ah bah ça c'est travaillé, c'est travaillé. Et évidemment, je vais demander également peut-être une note à un spécialiste de la notation. Oui, C'est mon cher Fanche. spécialiste de la notation, comme tu dis. Ouais, alors si je dois donner une note sur 10 ou sur 20, je vais la donner sur 20, ce sera plus simple. Moi, je descendrai pas en dessous de 15. Clairement, c'est une première partie de saison très satisfaisante. Tout n'a pas fonctionné, mais si tout avait fonctionné, on ne serait pas le Stade Brestois non plus. Et on aurait certainement d'autres ambitions. Je vais essayer de retenir, en tout cas, j'ai retenu beaucoup de positifs de cette phase aller. Et également des axes d'amélioration, clairement. On dirait que je suis en train d'écrire un bulletin scolaire. Mais globalement, c'est très satisfaisant de mon point de vue. Encouragement du jury. Absolument, encouragement du jury. Et si on arrive à gommer certaines petites erreurs et certaines petites choses qui me plaisent moins, il pourrait éventuellement avoir à la fin du championnat les félicitations du conseil de classe. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. On sent que ça ne veut pas le quitter. Après cette petite notation, moi de mon côté, pareil, ce serait peut-être un 15 sur 20, voire plus. J'avais mis 16 sur 20 d'ailleurs, donc voilà. C'est l'occasion de donner ma note. Évidemment, c'est une progression qui est générale au niveau du club, qui se structure de plus en plus, et on voit les conséquences de cette professionnalisation, on va dire, que ce soit dans le recrutement, dans les infrastructures, dans la façon de travailler. On la voit sur le terrain, et c'est quand même très agréable, on le dit souvent, d'être supporter du Stade Brestois à l'heure actuelle. Je sais pas si le club, dans son histoire, a déjà été aussi l'optimisme a déjà été autant de mise. Je pense qu'on est peut-être un petit peu malheureusement trop jeune pour avoir vécu les années début des années 80 où justement Brest était remonté, avait recruté des joueurs dans les années 80, des joueurs qui étaient notamment des joueurs argentins ou brésiliens qui avaient participé à la Coupe du Monde. Je pense qu'en tout cas, effectivement, moi, de mon vivant et de ma petite expérience de supporter, on n'a jamais été aussi bien que maintenant. Parce que même quand on est monté la dernière fois, en 2010, entre 2010 et 2013,
Je trouve que l'équipe avait beaucoup moins de qualité que celle qu'il y a maintenant, et surtout le projet du club avait l'air beaucoup moins solide. On était monté, on se souvient, on était à Penelen, on avait des résultats la première saison, mais après c'était beaucoup plus galère. La dernière saison, on perd les 11 derniers matchs, il me semble. Là, il semble y avoir un projet global de club, que ça soit du président, de Grégory Lorenzi, en adéquation avec le staff, les joueurs, et malheureusement pas trop les supporters parce qu'on ne peut plus aller au stade, mais si jamais on pouvait y aller, ce serait une belle fusion. Donc tout semble réuni en tout cas pour qu'effectivement le Stade Brestois poursuive sa belle ascension et sa belle évolution. Oui, surtout que moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on est au début d'un projet, on n'est pas au pic, etc. Donc là, on est 10e, 12e de Ligue 1, je crois. 11e. 11e, ouais, j'avais une chance sur 3. Et voilà, si au début de ton projet, après 2 saisons, tu es 11e de Ligue 1 sans trembler, et à mon sens, c'est une place qui est plutôt logique sur le début de saison, c'est forcément très positif. On va y venir justement sur cette première partie de saison au niveau du jeu peut-être. Voilà, si vous avez quoi que ce soit à dire avant ça, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que là, la progression est générale. On a vu un mercato où Brest a dépensé pas mal d'argent. Et l'argent, je pense, a plutôt été bien dépensé, peut-être pas sur un petit Portugais qui est déjà parti. Mais il y a les recrues ont apporté un net plus. Il y a aussi des joueurs qui étaient déjà là la saison dernière qui ont progressé. Je pense notamment à Romain Perrault, évidemment, mais on peut parler de Brennan Chardonnay également, même de Haris Belkebla, hein, qui était déjà à un bon niveau, mais qui a visiblement passé un cap. En témoigne son très très bon match au Parc des Princes tout récemment. Et voilà, on sent un Brest compétitif à chaque match. Alors il y a quelques craquages encore, comme la saison dernière, mais un peu moins, je dirais. Mais on sent que voilà, Brest peut chercher des points à tous les matchs. Il y a certains matchs où voilà, peut-être on a pas volé des points, mais on s'en sort plutôt bien. Je pense Lyon. à Lyon, à Lille également, où c'était un peu chaud en fin de match, même si la première période était quand même assez bien maîtrisée et très spectaculaire. Mais il y a aussi des matchs où Brest aurait dû en prendre alors qu'il n'en a pas pris, comme à Angers, comme contre Marseille, c'était en début de saison. Montpellier également. Je pense que Brest aurait mérité la victoire plutôt que le match nul. Donc généralement, je pense que je suis assez d'accord avec toi, Yann. Ça, la place actuelle et le nombre de points coïncide pas mal avec l'impression que j'ai eue sur cette première partie de saison. Moi, j'ajouterais aussi peut-être par rapport à la dernière fois où on est monté en Ligue 1 au début des années 2010, c'est effectivement les recrues. On a l'impression d'avoir une équipe qui est beaucoup plus solide, avec également une valeur marchande et un potentiel beaucoup plus important. Si on se rappelle un petit peu la dernière fois, on était monté, on avait aussi accumulé les prêts. Je pense à Grandi Ngoyi, Diallo Guidiley, etc. Et des joueurs qui nous avaient fait un petit peu surperformer lors de la première année, notamment des Romain Poyet, qui étaient évidemment des joueurs qui ont marqué l'histoire du club, mais qui n'avaient pas forcément sur le long terme un avenir en Ligue 1. Là, avec des joueurs comme Romain Fèvre, comme Irvine Cardona, comme Romain Perrault, et j'en oublie évidemment plusieurs, l'avenir, en tout cas d'une part financier, ce qui est très important dans la situation actuelle, mais également sportif du club, semble assuré, en tout cas à court terme. Et puis, j'irai au-delà de ça, c'est que, contrairement à notre première épopée en Ligue 1, on a réussi à digérer des départs importants. On a perdu ce qui était sur le papier notre meilleur joueur en début de saison, et malgré tout, on est 11e. Et on salue d'ailleurs ce choix d'Ibrahima Diallo qui, lorsqu'il joue à Southampton, s'éclate. Donc là, franchement, c'est gagnant-gagnant. Et moi, ça me fait plaisir de voir un joueur quasiment formé à Brest qui se révèle en Angleterre. Je suis abonné à divers sites anglais là-dessus. Souvent, il est présenté comme l'ancien joueur du Stade Brestois. Il y a 10 ans, je pense que le Stade Brestois en Angleterre, ça les fait marrer parce que ça ressemble à un mot vulgaire en anglais, mais voilà, c'est tout. De voir aussi la bonne image que peut avoir le projet brestois, tant au niveau voilà, que du terrain que en dehors, que peut avoir le projet brestois avec pas mal de personnes autour du club qui apparaissent dans les médias. Et généralement, c'est du positif qui en découle. Hein. On connaît la réputation que peut avoir Dalloglio dans le monde du football français, en tout cas des suiveurs du football français. Et c'est vrai que Brest, à ce niveau-là, a plutôt une belle réputation et un petit... comment expliquer ça? C'est vrai que voilà, Brest a... Il y a de la bienveillance, en tout cas. Voilà, c'est ça, il y a de la bienveillance et généralement quand on parle de Brest, c'est en positif. Ce qui a jamais été le cas, je pense. Hein, et c'est vrai que
c'est une juste récompense Brest, depuis l'arrivée de. si vous vous souvenez, mais là, justement, je reviens encore sur la dernière fois où on est monté en Ligue 1. Lorsqu'on parlait de Brest, c'était uniquement pour se moquer de la pelouse, qui était détestable, du jeu de Dupont, qui n'était pas forcément très, très, très encourageant. Là, ça a clairement changé, je suis d'accord avec toi, Quentin. Quand tu parles de Brest, Brest est limite même presque prise en exemple pour justement tous ces clubs qui n'ont pas les moyens, mais qui rendent la Ligue 1 pas un championnat chiant comme on a pu le décrire par plusieurs aspects, pas une équipe qui met le bus. Si je pense à des équipes par exemple comme Strasbourg qui parfois peut aligner 8 défenseurs, comme Nantes qui là avec depuis que Raymond Domenech est là marque pas un but et défend. Bref, c'est vraiment autre chose, c'est un petit peu rafraîchissant et ça fait très plaisir à voir et à suivre quand on est supporter. Et même quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens suiveurs qui s'y connaissent, pas simplement des gars qui tweetent pour tweeter, qui disent qu'ils aiment bien suivre le Stade Brestois, que ça les intéresse de regarder Brest même en étant neutre. Et tout ça, c'est intéressant. Et même à plus long terme, ça va également, je pense, attirer des joueurs de voir que le club a une bonne réputation. Totalement. Et ça l'a déjà fait, je pense, l'été Oui. dernier. Ça l'a fait il y a quelques jours pour Jean Lucas, qui a préféré Brest à Nantes, par exemple. Lucas. Bah, bien sûr, prononciation brésiliano-corse, évidemment. Ouais, c'est vrai que c'est un tout. Et Brest est effectivement dans un cycle ascendant, et pourvu que ça dure. On n'a pas parlé évidemment des prolongations de contrat également, de Romain Fèvre, de Romain Perrault, même si ça n'a pas été officialisé en tout cas par le club, ça a été visiblement annoncé sur Téléfoot. Oui, C'est alors c'est pas encore signé, mais c'est effectivement bien parti. et Brendan Chardonnay, qui a également prolongé, et autant peut-être en septembre, ça, voilà, c'était un bon joueur de banc qui avait prolongé, autant en janvier, c'est plutôt la même mayonnaise. Alors, messieurs, peut-être un peu de jeu maintenant, de jeu avec quelques statistiques, avec notamment 30 buts marqués pour le Stade Brestois. On ne s'ennuie pas quand on regarde le Stade Brestois, même s'il y a peut-être quelques nuances à apporter. Globalement, voilà, c'est toujours important de garder à l'esprit qu'on est Brest, et globalement, c'est vraiment, on a hâte de voir le Stade Brestois en fin de semaine, et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Oui, bah, très clairement. Puis surtout, on a hâte de voir le Stade Brestois, quel que soit l'adversaire. Personnellement, enfin, je veux pas citer des clubs, mais on va le faire. Genre Metz, Dijon, c'est très bien que quand ils vont aller au Parc des Princes, bah, ça les fait chier parce qu'ils savent qu'ils vont prendre une branlée, ils y vont pas avec un esprit conquérant. Et là, vraiment, nous, c'était notre dernier match, le PSG. Et vraiment, tout ce qui dégageait dans les médias, la communication officielle du club, etc., bah, c'était plaisant parce que tu avais l'impression que tout Stade Brestois qu'on était, on y allait pour les taper. Et c'est le cas depuis le début de la saison, peu importe le match, bah, tout le monde y va dans l'idée que bah, y a peut-être un coup à faire à chaque fois. C'est pas le cas de tous les clubs. C'est là que ça prouve que tu as progressé quand même quand tu vas au Parc des Princes et que tu te dis, bon, moi pareil, j'étais impatient de voir ce match parce que d'habitude, vous me connaissez en plus, plutôt pessimiste de nature concernant le Stade Brestois. Là, j'avais hâte de voir le match au Parc en me disant que c'était pas totalement impossible. Et jusqu'à la 70e minute, on a pu croire à une égalisation des joueurs brestois. Après, je pense qu'on a aussi très bien vécu le match de Paris de manière assez libérée parce qu'on avait gagné contre Nice, assez sereinement d'ailleurs, j'ai trouvé, avec 2 buts très rapprochés. Donc tu gagnes contre Nice, tu prends les 3 points. Finalement, le match du PSG n'était que du bonus. Et on voit bien qu'on a une avance assez confortable, même si sur les 5 derniers matchs, on n'en a gagné qu'un seul. Comme tu dis, Quentin, on est que Brest, nous ne voyons pas non plus trop beau. Mais avec 26 points aujourd'hui et 12 points d'avance sur Dijon, on a effectivement un petit matelas qui nous permet d'être, je dirais pas tranquille parce que le maintien n'est pas assuré. Je tremblerai certainement jusqu'à la fin. Mais on peut voir un peu plus sereinement les choses. Ça m'a pas empêché de râler contre Irving Cardona. Enfin, on va pas revenir dessus, mais merde, quoi. C'est pas la première fois. Il y a l'insulte qui est partie. De mon côté, il y a l'insulte qui est partie. Voilà, sur le contrôle, on a senti très rapidement qu'il allait l'échapper. Après une magnifique sortie de balle, et voilà, justement, c'est aussi ça qui est à mettre en valeur. C'est vraiment le jeu qui est gardé. Vraiment, peu importe l'adversaire, peu importe le stade dans lequel on se déplace, et ça, c'est quand même assez agréable. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Au niveau des très bons, points à noter sur cette première partie de saison également. Toujours très bon à domicile, malgré l'absence de supporters, ou en tout cas sur la majorité des matchs, il y en a quelques-uns où les supporters étaient en partie présents. 19 points pris à domicile pour 6 victoires. On est 5e à domicile, donc c'est plutôt très intéressant. Sans spectateurs.
On s'attendait justement à ce que Brest souffre sans ses supporters, mais il n'en est pas visiblement pas trop le cas. Et je précise juste la stat de Quentin. On a un match de moins que 3 des 4 équipes qui sont devant nous. Donc théoriquement, si on gagne le match contre Rennes, on est la meilleure équipe à domicile du championnat. C'est-à-dire que le fait de se dire qu'on peut gagner finalement contre Rennes, c'est quand même une... Rennes en forme, attention. Oh. Brest aussi. Enfin, Brest plus ou moins. On en discutera évidemment dans une deuxième partie de ce podcast. Au niveau du jeu, pour revenir là sur le terrain, il y a l'absence, enfin le départ plutôt de Ibrahima Diallo qui a un peu chamboulé les plans, mais on a vu un Brest quand même qui a, disons que Olivier Dalloglio était plus pragmatique que peut-être un Jean-Marc Furlan aurait pu l'être, et a changé son fusil d'épaule en cours de saison. Il y a eu une période de 4-5 matchs où c'était vraiment là on va dire que l'optimisme n'était plus aussi grand qu'après un début de saison qui était quand même plutôt prometteur. Oui. Mais ensuite, depuis, on va dire, la victoire contre Saint-Etienne. Même Lille avant, ouais. Avant, effectivement. Là, on sent un Brest qui s'est retrouvé, qui a confiance en ses qualités et qui... Le jeu se développe vraiment de façon fluide. Il y a un plan, ce qui, dans pas mal d'équipes de Ligue 1, n'existe pas, qui montre aussi que l'entraînement, ça bosse. Et globalement, c'est tout à fait agréable à suivre. Oui, et ce, peu importe le 11 aligné. On a l'exemple de Lyon où on a fait tourner et c'était le même plan, ça a marché de la même façon. Donc c'est pas que un 11, c'est un groupe, ça c'est une grosse satisfaction aussi. Tout à fait l'effectif qui a gagné en qualité mais également en quantité. Même si, par exemple, sur un match contre le PSG, les changements n'ont peut-être pas apporté le résultat escompté. Il y a peut-être quand même quelques déceptions si vous n'avez rien à ajouter au niveau des satisfactions qui sont quand même davantage légion que les points négatifs. Il y a toujours... Pardon, Franche? Au niveau des satisfactions aussi, c'est vraiment tout ce que tu as dit, c'est vraiment l'allant offensif et le visage et la mentalité qu'affiche l'équipe. On a envie de les supporter, même quand ils perdent, à Beau Parc 3-0. Tu te dis, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont essayé et ils n'ont pas eu de regrets. Et c'est un petit peu ça que je reprochais parfois à Olivier Dalloglio, notamment à l'extérieur. C'était, on se faisait ouvrir trop facilement, mais on n'avait même pas les occasions. Vraiment, on prenait un but très tôt, et puis après, on coulait. Là, on a été au parc, on a pris un but tôt, pourtant, on a continué. Je trouve qu'en ce sens, il y a quand même du progrès. Même si à l'extérieur, on est encore trop fragile, 18e, si je dis pas de bêtises, à l'extérieur, avec seulement 2 petites victoires et quand même 7 défaites et 20 buts encaissés. Donc, on est vraiment la pire défense à l'extérieur de Ligue 1. Ça, il n'y a pas de doute, avec Lorient qui en a 21 encaissés. Peut-être axe de progression sur les matchs à l'extérieur, mais je pense qu'on est quand même dans la bonne voie en tout cas sur le contenu général dans le jeu de ce qui est proposé. Exactement, c'était l'un des points que je voulais soulever, c'était les matchs à l'extérieur. Même si voilà, c'est encore loin d'être bon même, c'est en tout cas beaucoup mieux que la saison dernière. On se souvient de quelques matchs où vraiment tu l'expliquais très bien, on prenait un but très rapidement et il n'y avait pas de révolte. On avait l'impression que c'était une équipe de Ligue 2 qui jouait un match de coupe contre une équipe de Ligue 1. Là, on sent qu'il y a quand même plus de consistance dans les performances à l'extérieur et que même si on est mené, on sent qu'on peut revenir au score. Il y a quand même quelques matchs où voilà, on va pas parler de Nîmes parce que c'est un peu une anomalie, mais quelques matchs notamment à Nantes où c'était vraiment pas brillant non plus. À Rennes, c'était voilà, Brest a ouvert le score, mais c'était vraiment pas brillant de façon générale, même du côté du Stade Rennais. Mais voilà, globalement, les matchs perdus à l'extérieur sont on voit pas, il y a également Bordeaux où c'était vraiment moyen, Lens où c'était moyen aussi, mais il y a quand même quelques belles performances, notamment quand tu égalises à Lyon, quand tu es en infériorité numérique, tu domines largement Metz à domicile, un Metz qui est quand même une équipe plutôt pas mauvaise de Ligue 1. Dijon, tu gagnes en ayant beaucoup d'occasions aussi. Angers, ça aurait dû être la victoire. Ouais, ça c'est peut-être un des matchs qui me laisse le plus de regrets, par exemple. Mais ça, je le mets sur le. Il y a quelques fois où si on revient sur les satisfactions et un peu les côtés négatifs ensuite, où les choix du coach me semblent surprenants. Pourtant, c'est un coach qui fait bien jouer l'équipe et évidemment, il y est pour beaucoup dans la réussite. Mais il y a quand même certaines fois où je suis un peu surpris de certains changements. Alors à Paris, notamment, il a voulu faire son va-tout, mais vous allez dire que je fais une fixette, mais il fait rentrer encore Jérémy Le Doiron, alors que tu as un mec comme sur le banc comme
Son Steve nom m'échappe. Mounier. Comme Steve Mounier, qui pour moi devait absolument rentrer parce qu'il aurait été crucial entre Marquinhos et l'autre défenseur central du Paris Saint-Germain, donc Diallo, le frère de Ibou Diallo. Et ça aurait été intéressant de le voir. Et il fait entrer le Doron. Il y a des choix un petit peu surprenants parfois, mais bon, après, il a tellement des réussites à côté que c'est difficile d'être trop sévère avec lui. Et au niveau peut-être des déceptions, Bah, au niveau déception, non, j'ai pas vraiment de déception. Je vois certains matchs à l'extérieur qui ont pu être un peu décevants au début de saison, notamment la grosse raclée qu'on prend à Nîmes, que je m'explique plutôt par un faux départ qu'autre chose. Le match à Angers et à Lens. Et sinon, si je devais revenir un match loupé à domicile, c'est pas de bol, c'est le dernier auquel on a pu assister, c'était la défaite 3-0 contre Strasbourg. D'ailleurs, quand on perd, on fait pas semblant généralement, encore une fois, hein, c'est souvent quand on perd, on a bien compris pourquoi on a perdu. Sinon, au niveau des déceptions, clairement, Jérémy Le Doiron, je comprends pas pourquoi il a autant de temps de jeu, près de 19 journées. D'ailleurs, c'est étonnant, mais sa sortie de l'équipe et du 11 titulaire coïncide avec les bons matchs du Stade Brestois. Hein. Et sinon, bah, pas grand-chose. Au niveau des déceptions, non, c'est plutôt des satisfactions. Peut-être Jean-Kévin Duverne, qui m'avait beaucoup plu l'année dernière et que je trouve beaucoup plus en difficulté cette saison. Et sinon, une déception, c'est un peu plus personnel, c'est de voir que Julien Faussurier n'est plus trop dans le coup, et c'est logique au niveau de son regard, au regard de son niveau de jeu actuel. Mais c'est un joueur que j'apprécie, et bon, c'est un petit peu son histoire est passée avec le Stade Brestois, je pense. Et dernière déception, excusez-moi de faire trop long, Gaëtan Charbonnier. c'est des déceptions un peu plus individuelles, on va dire. Oui, Mais voilà, au niveau collectif, avant que je te laisse continuer, Yann, on va dire que les déceptions majeures du début de saison semblent se corriger. Et que donc, il y en a un peu moins. Alors, on a pris un but sur coup de pied arrêté contre le PSG. Mais à ce niveau-là, c'était quand même beaucoup mieux ces dernières semaines. c'est vrai. On en Et marque. de façon générale, le secteur défensif aussi, on semble avoir trouvé un équilibre entre attaquer et défendre. C'est un des problèmes défensifs majeurs du début de saison. Et on semble quand même l'avoir trouvé, avoir trouvé une sorte d'équilibre depuis une dizaine de matchs. Et finalement, même si Brest est la 18e défense de Ligue 1, voilà, c'est beaucoup mieux depuis une dizaine de matchs. Oui, Avant moi, que Yann, juste excuse-moi Yann, sinon je vais oublier, et tu m'excuseras de te couper la parole, juste au niveau des satisfactions, j'ai oublié Brendan Chardonnay qui a vraiment passé un cap aussi cette année. Voilà. Je trouve qu'il est très bien depuis 2 mois là. de mon côté, juste, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est juste, moi, je vais plutôt tempérer ce que dit Quentin sur les coups de pied arrêtés. Effectivement, il y a eu une phase où c'était un peu mieux, mais globalement, ça fait 2-3 matchs où on concède sur coup de pied arrêté, pas forcément des buts, mais des grosses occasions. Et j'ai peur que ce soit un problème qui, en début de saison, nous a coûté très cher, qui soit un peu en train de revenir. Donc, on sait que la présence de Brendan Chardonnay a aidé, mais c'est un axe qu'il ne faudra pas négliger. Je crois qu'on a pris plus de 10 buts sur coup de pied arrêté quand même sur ce début de saison. C'est un tiers de nos buts, c'est énorme. Rapidement, si ce problème est récurrent, puisqu'on va peut-être jouer la meilleure équipe sur coup de pied arrêté de Ligue 1 lors du prochain match, Oui, et qu'il nous a quand même mis 2 buts sur corner au match aller. c'est ça. Passons peut-être peut-être pas au cas individuel. Je pense que je t'en ai parlé à quelques reprises, mais peut-être par ligne, on pourra rapidement revenir sur voilà, citer les noms en général, avec évidemment peut-être le gardien pour commencer, Gauthier Larsonneur, qui est peut-être pas au niveau de l'année dernière, mais qui revient, en témoigne depuis une dizaine de matchs, en témoigne ce très bon match au Parc des Princes où il prend 3 buts, mais il en sort quand même quelques-unes. Alors il y a peut-être pas non plus de très très grosses occasions, mais il fallait être là, et en début de saison il n'était pas là. Ouais, et il y a effectivement les performances, et puis il y a quelque chose qui est indispensable pour un gardien, c'est aussi la réussite. Il l'a pas eu en début de saison, il y avait des fois où pas de peau, il s'était contré au dernier moment, etc. Là, en ce moment, il a vraiment la baraka. La vidéo qui a fait le tour du monde de sa frappe contre Nice, en début de saison, peut-être que ça rentre. On sait pas, mais voilà, c'est bien d'avoir un bon gardien. Avoir un bon gardien en réussite, c'est encore mieux, et là, on y est. Bon, il était même arrivé en Biélorussie, puisque je l'ai vu arriver sur les sites biélorusses que je consulte pour suivre l'actualité du foot biélorusse, évidemment, comme tout à chacun, hein, chacun le fait. Mais c'est vrai que je l'ai vu apparaître en Biélorussie. Défensivement, maintenant, avec la défense, disons, typique à 4, avec Pierre Gabriel, le chantier en défense centrale, avec 3 joueurs qui ont majoritairement tourné, Chardonnay, Erel et Jean-Kévin Duverne, et ensuite à gauche, Romain Perraud, hein, l'inévitable Romain Perraud,
désormais parfaitement installé et indiscutable contrairement à la saison dernière. On notera aussi un peu de Ludovic Ball et un match, il me semble, de Lilian Brassier. C'est évidemment, voilà, on va dire peut-être le point faible, entre guillemets, parce que individuellement, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui a vraiment été mauvais. Il y a des très bonnes. L'apport notamment de Ronald Pierre-Gabriel est à souligner énormément, je dirais. Perrault a progressé, Chardonnay a progressé. Il y a juste voilà, Jean-Kévin Duverne qui déçoit, on va dire, et Christophe Herrel qui, sur ces derniers matchs, était un peu mieux qu'après son arrivée. Peut-être qu'effectivement, il y a eu le Covid, on s'en souvient, et apparemment, il a traîné pendant quelques temps. Voilà, on va dire que la défense est les latéraux plutôt bien, même très bien, je dirais les latéraux. La défense centrale un peu moins, mais que les performances individuelles montrent qu'il y a quand même pas mal de potentiel, je dirais. On a beaucoup parlé de Romain Perrault parce qu'effectivement il a des stats et donc c'est clair qu'il fait un très bon début de saison. Moi j'aimerais mettre l'accent et le curseur un petit peu sur Ronald Pierre-Gabriel qui est également une super satisfaction pour moi, une super bonne surprise parce que quand Yann tu avais fait sa présentation avec notre ami de Saint-Etienne, elle avait été plutôt tempérée on va dire sur le fait que surtout au regard de ses blessures récurrentes en disant que c'était pas forcément un joueur très fiable et en parlant, si je dis pas de bêtises, du fait que c'était un peu la dernière chance pour Pierre-Gabriel au haut niveau, et ben, je pense qu'il est en train de la saisir plus que très bien, sa chance. Parce que voilà, il a encore des lacunes. Parfois, il fait un peu des trucs surprenants avec le ballon. On sent un petit peu des petites hésitations, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une super bonne recrue. Donc, c'est le meilleur latéral droit de l'équipe depuis bien longtemps. On a eu peur de ses blessures, il me semble qu'il en a eu une en début de saison et depuis il est tranquille. Donc vraiment 100% feu vert. Sur la défense, moi j'ai une petite préférence pour Christophe Herrel dans le sens où il est en train de revenir. Je pense que je m'y attendais pas, mais je pense qu'une charnière Herrel-Chardonnay, ça peut fonctionner bien plus que Chardonnay-Duverne aujourd'hui. Donc à voir. Moi je pars sur Herrel, mais il n'y a rien de définitif et c'est un simple avis. Ronald Pierre-Gabriel qui a joué 14 des 19 matchs du Stade Brestois sur cette première partie de saison. Il les a pas tous finis. Il est notamment sorti blessé contre Dijon. Mais effectivement, je crois que c'est sa seule blessure et il a été également appelé en équipe de France Espoir, ce qui est une bonne nouvelle. Et de côté de défense centrale, je suis plutôt d'accord avec toi pour la charnière RL-Chardonnay qui m'a semblé être la plus solide, en tout cas quand elle avait joué, notamment contre Nice, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et Montpellier, où on prend 2 buts, mais sans être mauvais derrière non plus. Exactement. Et Chardonnay qui marque, évidemment, sur ce match. Et oui. Au milieu de terrain, messieurs, alors milieu de terrain, on va peut-être commencer par on va différencier peut-être le milieu de terrain défensif du milieu de terrain offensif, avec Belkebla, Lannes, peut-être Diallo aussi, peut-être en parler rapidement parce qu'il avait quand même très bien progressé sur ses premiers matchs et le vide qu'il a pu laisser avec son départ a été plutôt bien remplacé par Paul Lannes finalement. Fanche notamment l'année dernière, tu étais plutôt pas, tu défendais pas nécessairement Paul Lannes, mais tu demandais à le voir sur plusieurs matchs pour qu'il gagne un peu de rythme. C'est l'occasion de le voir depuis le départ de Diallo et effectivement, même s'il n'est pas non plus transcendant, peut-être qu'il apporte effectivement cet équilibre que le Stade Brestois avait besoin pour prendre moins de buts et garder finalement cette dangerosité offensive. Et cette paire Belkebla-Lannes qui marche plutôt bien pendant que des Batokyo, des Mbok ont plutôt déçu, même si c'est un peu sévère de dire ça. Belkebla-Lannes qui est effectivement peut-être l'arrivée de Jean Lucas va redistribuer quelques cartes, mais sur cette première partie de saison, la paire Belkebla-Lannes a plutôt été satisfaisante. Oui, tout à fait. Au niveau de Paul Lannes, j'avais demandé à ce qu'on le voit un peu plus régulièrement. Alors, ça n'avait pas été trop le cas l'année dernière. Entre les blessures, l'arrêt prématuré de la saison, on a une saison tronquée, on va dire, pour Paul Lannes. Il me semble d'ailleurs qu'il était arrivé très tard, pas de préparation. Donc, c'était un peu compliqué pour lui. Là, depuis qu'il enchaîne les matchs, d'ailleurs, on l'avait vu lorsqu'il était absent face à Montpellier et Lens, ces 2 matchs, donc 1 point en 2 matchs. Lorsqu'il est revenu contre Nice, il y avait beaucoup plus de sérénité au milieu. Même face au PSG, j'avais très peur, par contre, de le voir face au PSG, à la vitesse de certains joueurs. Il n'a pas du tout déçu. Je trouve qu'il a fait un match très correct, très cohérent. Or, Belkebla et lui font une paire très intéressante, mais qui manque peut-être un peu de créativité, d'allant offensif. Mais comme on est déjà très offensif du reste, ça me semble être effectivement un joueur qui apporte à la fois l'équilibre nécessaire, mais également l'expérience pour une équipe qui reste encore très jeune.
quand tu regardes les différents joueurs qui sont alignés en général, que ce soit Fèvre, Perrault, Duverne, Cardona, c'est une équipe relativement jeune. Et lui, il a ce vécu en Ligue 1 avec des clubs qui ont réussi à se maintenir, comme Montpellier. Il apporte son expérience au groupe. Alors, je ne pense pas que la paire Belkebla-Lannes puisse tenir comme ça pendant forcément encore les 4 mois qui restent de compétition, 4-5 mois. Et du coup, en ce sens, l'arrivée de Jean Lucas pour le turnover sera très intéressant. Mais bonne satisfaction et bonne première partie de saison, en tout cas sur les matchs disputés par Paul Lannes. Et dès qu'il est entré de toute façon dans l'équipe, Brest a fait également de belles prestations. Donc c'est plutôt très encourageant. C'est ça, c'est sur le plan comptable, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à Paul Lannes, hein. Aujourd'hui, sur les 11 matchs qu'il a joués, on n'en a perdu que 3. Donc c'est très positif. Il arrive en fin de contrat à la fin de l'année. Est-ce qu'on le prolonge? Est-ce qu'on ne le prolonge pas? Bien, il faudra poser la question à Grégory Lorenzi, évidemment. Évidemment. Alors moi, je pense que ce sera intéressant de le prolonger parce que c'est un joueur qui a l'air extrêmement sain également. Un gars vraiment très bien. Et je pense que dans un vestiaire, c'est que du positif d'avoir un gars comme Paul Lannes. En tout cas, même footballistiquement, ça peut peut-être, sans être un titulaire, ça peut être quelqu'un qui entre dans une rotation et qui peut être fiable Oui. en Ligue 1. Ce qui, pour le coup, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un mec de niveau Ligue 1 sur son banc. Ça marque aussi un petit peu l'échec, tu disais Quentin, de Yanga Mbok et de Hugo Magnetti qu'il ne faut pas enterrer pour autant. Mais ils ont eu leur chance chacun à leur tour. Je pense à Magnetti à Nantes. Mbok, il a joué à Lyon. Il avait joué après ou avant juste le match, je ne sais plus exactement lequel. Montpellier. Et on ne peut pas dire qu'il va Montpellier lorsque Lannes était suspendu, évidemment. Il a joué à Lens également, je pense. Et du coup, c'est pas Tokyo, je ne sais plus de mémoire. Il faudrait que je me remémore ça. Mais c'est vrai que ça marque un petit peu, ça symbolise et ça illustre leur échec, je pense, en tout cas échec à l'instant où nous parlons, hein, n'enterrons pas ces joueurs. Mais c'est un petit peu dommage pour eux parce que je pense qu'ils avaient effectivement des qualités, que ce soit Magnetti ou Mbok, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à saisir leur chance et le foot est ainsi fait. Lorsque une équipe tourne, c'est très difficile d'y rentrer. Parlons peut-être rapidement de Harris, Harris FC, capitaine Harris, même par moment. Harris qui évolue à un très très haut niveau de jeu cette saison, et notamment sur les 4-5 derniers matchs, vraiment un Harris au sommet de son art, et vraiment ça fait un truc de voir Harris sortir le premier avec le brassard de capitaine. C'est un immense plaisir de voir Harris toujours sur les couleurs du Stade brestois. Je ne peux qu'aller dans ton sens, qu'abonder, et je suis également très satisfait d'Harris Belkebla. Je le trouve meilleur que l'année dernière et surtout meilleur qu'en début de saison où je l'avais trouvé un peu emprunté, un peu décevant. Et là, c'est un Harris retrouvé que le Stade Brestois aligne dans son 11 et c'est vraiment très, 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 très bien de le voir à la fois capitaine et surtout très bon sur le terrain. Surtout ça qui... Et on l'a vu faire quelques sorties de balles très très intéressantes, notamment contre le PSG, ce qu'il ne faisait pas l'année dernière. D'habitude, l'année dernière, on était plutôt inquiet quand Harris avait la balle sous pression. Et là, beaucoup moins cette saison. Donc Harris qui s'est mis au niveau de la Ligue 1 et voire plus parce que Harris est un très bon niveau de jeu. N'hésitez pas à prolonger Harris Belkebla, évidemment monsieur Lorenzi, même si je sais pas quand son contrat se termine. Il a prolongé cet été. Reprolongez-le tous les 6 mois, reprolongez-le. Harris qui s'est mis au niveau de la Ligue 1, maintenant c'est à la Ligue 1 de se mettre au niveau de Harris, bien sûr. Exactement. Un autre joueur peut-être pour passer sur les milieux offensifs qui s'est mis au niveau de la Ligue 1, voire plus, et la Ligue 1 qui doit se mettre au niveau de ce joueur, c'est évidemment Romain Fèvre. Romain Fèvre, l'inattendu Romain Fèvre, la surprise Romain Fèvre, mais quelle surprise pour le coup, je demandais un joueur de type peut-être Adrien Thomasson qui pouvait faire le lien justement entre le milieu et l'attaque, qui pouvait mettre entre disons 7 et 10 buts. Je ne pensais pas que c'était Romain Fèvre qui était ce joueur, mais c'est bien Romain Fèvre qui est ce joueur. Romain Fèvre, l'indispensable désormais, qui est peut-être l'un des 10 meilleurs joueurs de Ligue 1 poste confondu depuis le début de saison. Vraiment, c'est impressionnant. Impressionnant de voir un joueur de cette qualité au Stade brestois. Profitons-en pendant que ça dure, parce que ça ne pourrait que durer encore que 19 matchs. Mais les 19 matchs qu'il a déjà pu jouer sur le Stade brestois ont été un plaisir immense, et j'imagine que les 19 prochains le seront également. C'est surtout que quand on parle de Romain Fèvre, je vois pas pour l'instant quelles peuvent être ses limites. J'arrive pas à te dire jusqu'où il peut aller. Là, contre le PSG, qui avait quand même mis une bonne équipe, pas forcément leur équipe type, mais une bonne équipe, il s'est baladé. Enfin, je sais pas jusqu'où il peut s'arrêter. Et
On parle évidemment de sa vente, etc. On voit des montants qui passent du 20, 25, 30 millions, mais j'ai presque envie de dire que à chaque match, tu peux presque rajouter 5 millions. Et là, voilà, c'est très cynique encore une fois, mais je pense que Romain Fèvre, quoi qu'il arrive, sera la plus grosse vente de l'histoire du Stade Brestois, et ce pour un paquet d'années. Donc, rajouter de plus, tout le monde est d'accord de toute façon sur Romain Fèvre. Encore une fois, bravo Grégory Lorenzi. Qui aurait cru en Romain Fèvre à part lui? Personne ne pouvait deviner que ce serait aussi satisfaisant. On a vu dès les premiers matchs amicaux que c'était plutôt intéressant, mais effectivement, de là à se dire qu'il allait être aussi à l'aise techniquement. Après, il a encore énormément de progression à faire, notamment dans la finition. Si jamais il arrive à être plus efficace, quel joueur ça va être? Mais il sera plus à Brest, malheureusement. Exactement, il y a peut-être ce petit problème, c'est un peu fort, mais au niveau des statistiques, c'est vrai qu'il a que 4 passes, 4 buts et 3 passes décisives, donc finalement c'est pas très important par rapport au nombre d'occasions qu'il se procure et qu'il offre à ses partenaires. Mais beaucoup je crois que sur le but de Mounier contre Nîmes, c'est lui qui tire et le gardien qui repousse. Pareil contre Nice. Donc voilà, c'est vraiment la caution créativité de cette équipe maintenant que Gaëtan Charbonnier est malheureusement cantonné sur le banc. Vraiment, on pourrait faire peut-être un podcast sur Romain Fèvre. Donc on va peut-être s'arrêter là pour cette fois et parler des autres milieux offensifs, notamment Irvine Cardona, Romain Philippotto, Franck Honora, pardon, plutôt que Irvine Cardona qui sera lui dans la section des attaquants. Évidemment, Romain Philippotto, peut-être Jérémy Le Doiron, si tu as un mot à dire sur lui, mon cher François. Non, je vais du coup devoir vous laisser. Ah, très bien. Voilà. Et je vais juste toucher un mot sur ces joueurs-là rapidement, si tu veux bien. Et très rapidement, avant de vous laisser poursuivre, satisfaction Franck Honora, clairement, moi il me surprend, je ne pensais pas qu'il serait aussi décisif justement dans les stats. Autant Romain Fèvre a des stats peut-être un petit peu en deçà de ce qu'il propose sur le terrain. Je trouve que celles de Franck Honora sont pas gonflées, mais sont en tout cas très très bonnes. Il a marqué des beaux buts et je trouve qu'il apporte beaucoup au Stade Brestois qui joue dans cette phase, enfin qui évolue dans dans ce dispositif, pardon, avec beaucoup de rapidité sur les côtés et en contre. Et voilà, il arrive à faire des centres, à la fois des centres et des belles frappes. Bonne satisfaction d'Honora. Philippotto, on l'a trop peu vu, mais sur ce qu'il a fait quand il est entré, pas mal. Je veux dire, à Lyon, c'était plutôt bien. Contre Montpellier, c'était assez intéressant. Et en tout cas, dans le turnover et comme joueur de remplacement, c'est très intéressant. Tu parlais tout à l'heure, Quentin, d'un joueur fiable de Ligue 1 en parlant de Paul Lannes. Je pense que Philippotto est également un joueur fiable dans le turnover, même s'il est plus tout jeune. La déception, c'est Cardona. Enfin, la déception, oui, c'est une forme de déception parce que je trouve pas qu'il progresse par rapport à l'année dernière. Il stagne par rapport à l'année dernière. Et c'est peut-être qu'il a atteint son plafond de verre, je ne l'espère pas. Et sinon, après, on avait Tavares qu'on n'a pas vu. Et le Doiron qui, voilà, j'ai pas envie forcément d'en parler. Parce que c'est un joueur qui vient de N2 et bon, c'est pas forcément lui qui doit non plus faire la différence. Faut pas être trop dur avec lui. Je veux dire, moi, il me plaît pas forcément en tant que joueur sur le terrain. C'est peut-être un gars très sympa et c'est ainsi. Et Charbonnier, qui malheureusement, on en a déjà parlé, mais qui ne semble pas avoir trouvé forcément sa place dans cette équipe et dans ce groupe. Et que voilà, malheureusement, la page de Gaëtan Charbonnier à Brest est plus derrière lui que devant lui. Voilà pour moi. Et sinon, Steve Mounier Football Club, pour l'attaque, vous allez en parler sans moi parce que je serai parti quand vous parlerez des attaquants. Mais excellente recrue, peut-être pour moi la plus importante de la saison, en tout cas plus importante que Romain Fèvre peut-être encore. Parfait, merci. Parfait, merci Fanche. Merci Fanche, on va te laisser vaquer à tes occupations. Je suis désolé de devoir vous laisser, mais c'est ainsi. Le travail t'appelle. Oui, plus que 15 jours et puis après je serai beaucoup plus libre. Bien, bon courage. Un joueur quand même, c'est Franck Honora. Mea culpa le total, moi je n'y croyais pas du tout. Je comprenais pas pourquoi on avait dépensé 4-5 millions. Je reste persuadé que ça sera difficile de faire une plus-value sur ce joueur sur le plan financier. Mais par contre, sportivement, voilà, il est décisif. C'est ce dont j'avais un peu peur, d'avoir un joueur qui en soi montre des qualités, mais n'apporte rien au niveau des stats. Là, c'est tout l'inverse. Il y a quand même 2 buts de 30 mètres sortis de nulle part. Pour un joueur qui ne frappait quasiment jamais au but avant dans sa carrière, c'est une super surprise. Puis, bien sûr, ça reste un joueur qui, à mon sens, est assez limité dans le sens où il fait. Enfin, c'est pas quelqu'un forcément de très créatif, mais aujourd'hui, Franck Connor est le joueur qu'il faut dans l'équipe qu'il lui faut. On joue vraiment dans un style qui fait que Franck Honora peut s'exprimer et il a saisi sa chance. En début de saison, c'était compliqué pour lui, il s'est bien relevé, il a travaillé.
Donc là-dessus, gros mea culpa. Moi, j'y croyais pas du tout en Franco Nora, et aujourd'hui, c'est un de nos 4 leaders offensifs. C'est vrai qu'on avait fait nos devoirs et on avait regardé un peu de matchs de Saint-Etienne avec Franco Nora. Alors évidemment, l'échantillon était plutôt faible. On avait regardé 2 ou 3 matchs de Franco Nora et on avait vu quand même un joueur assez unidimensionnel qui jouait uniquement côté droit à Saint-Etienne. Alors, je pense pas qu'il ait drastiquement changé son jeu. Je pense qu'il a effectivement pris conscience et pris confiance surtout de quelques qualités qu'il avait pu avoir, notamment sa technique de frappe, hein, qu'on peut voir sur les centres et qui est facilement transposable sur les tirs au but. Ce qu'on a pu voir sur quelques magnifiques frappes. Effectivement, le début de saison était en demi-teinte, on va dire. Mais dès qu'il est entré et qu'il a enchaîné les matchs, je pense qu'il méritait d'enchaîner les matchs aussi parce qu'il a montré, je pense, à l'entraînement que l'entraîneur devait le mettre sur le terrain. Et effectivement, on a changé de style de jeu, ce qui, je pense, n'est pas pour lui déplaire parce qu'il peut utiliser sa vitesse à pleine essence, on va dire. Et effectivement, Franco Nora qui progresse de match en match, même contre le PSG qui est, voilà, on pensait évidemment Romain Fèvre, on s'attendait entre guillemets à un bon match, mais Franco Nora, on pouvait se demander est-ce que est-ce que Paris ce serait peut-être pas la marge de trop, est-ce que voilà c'est peut-être un joueur de Ligue 1 et peut-être pas nécessairement au-dessus. Et il a encore fait un très bon match et c'était l'une des principales menaces offensives dans ce système où on jouait majoritairement également contre Paris, évidemment. Donc ouais, agréablement surpris par la progression de Franco Nora. Je sais pas si, comme toi, on fera une plus-value, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop le sujet parce qu'il n'y a pas trop de rumeurs à son sujet. Ça sera pas forcément une plus-value financière, mais sportivement, c'est une plus-value, quoi qu'il arrive. À l'heure actuelle, c'est vrai que et pas au point de Romain Fèvre, mais on se demande où est-ce qu'il pourra s'arrêter, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel intéressant à aller chercher? Et je pense que Olivier Dalloglio, quand on lui a annoncé que Franck Honora, et je pense qu'il a participé activement à son recrutement, avait un plan pour Franco Nora, avait un plan que ce soit voilà le faire progresser devant le but notamment que on sait que Honora avait appelé Dalloglio pour connaître un peu ses intentions avec lui. Donc je pense qu'il y avait un plan autour de ce joueur que Honora est quelqu'un de plutôt intelligent en tout cas dans la vie de tous les jours et que ça ouvre les portes à disons à une progression un peu plus nette et un joueur qui n'a pas encore atteint son potentiel maximum. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, derrière quand même ces hommes indispensables et à mon sens inamovibles aujourd'hui, on a quand même Romain Philippotto, vraiment fiable, voilà, c'est le mot. Je pense pas que ce soit le genre de mec qui soit décisif, qui te fasse la différence dans un gros match, mais très utile, notamment au niveau des efforts défensifs. J'avoue que je connaissais pas spécialement le joueur, en dehors de sa magnifique Panenka avec Auxerre il y a quelques années. Je connaissais pas, et on retrouve un mec vraiment sérieux, qui s'est très vite fondé dans le collectif, et c'est avec des gens comme ça que Brest va acquérir un maintien, à mon sens, assez tranquille. Il a également l'avantage d'avoir la tronche du Brestois. Oui, oh oui. Il a la gueule du Brestois. Et ça, c'est plutôt bien. Ces photos de présentation devant les murs tagués de la RDK étaient reniflés Brest. Est-ce que, je crois que Tavares, évidemment, dommage, hein, son occasion contre Marseille. On s'en souvient. Oui. Cette belle parade de Mandanda. Et donc voilà, je pense que c'était, je sais pas si c'était une erreur ou si c'était peut-être un plan pour faciliter le transfert d'un autre joueur, ce qui est peut-être ma théorie. Mais ce sera, il rentrera dans la parfaite lignée des Philippos Darlas et autres ratés, on va dire, du mercato brestois. Il n'a coûté que 900 000 euros, donc finalement c'est pas très très grave, même si 900 000 euros il y a 10 ans, ça aurait été une catastrophe. Après, on n'a pas le montant de l'option d'achat obligatoire, aussi bien on récupérerait la mise initiale, donc c'est à voir. Voilà. Est-ce que Famalicão, c'est ça qu'on Pas dit? Malicao. Famalicão, est-ce que a l'habitude de payer Pas forcément, mais il y a un changement dans ce club depuis 2 ans, c'est que c'est le Jorge Mendes FC. C'est devenu la plateforme de transition des joueurs de Jorge Mendes au Portugal.
Donc il y a peut-être possibilité de sortir un petit million par-ci par-là. Hein, Pas qu'on ait fait une plus-value non plus sur un joueur, mais si on pouvait peut-être. Une plus-value pour 45 minutes de jeu, ce serait quand même incroyable. Ah, ce serait fou. Ce serait fou. Il y a des clubs qui font des plus-values sur des joueurs qui n'ont jamais joué avec eux, mais qui sont prêtés ailleurs, donc pourquoi pas, hein. Oui, peut-être. Pourquoi pas. Mm. Passons aux attaquants, si je n'ai pas oublié d'ailier. Non, Bon, bah, Jérémy Ledoiron, je pense que Fanch a tout dit, hein, c'est un joueur qui arrive finalement de N2. Sur les attaquants, avec Irving Cardona et Steve Mounier, je crois que ce sont les deux seuls qui ont joué, hein, si je dis pas de bêtises. oui, Charbonnier, mais bon. Mounier, évidemment. Charbonnier, malheureusement, qui comme l'a dit Fanch, voilà, sa période à Brest, je pense, c'est plutôt derrière lui que devant. C'est malheureux parce qu'il voilà, il peut, je pense, toujours apporter sur quelques matchs, mais je pense que c'est effectivement la fin pour Gaëtan Charbonnier du côté du Stade brestois. J'espère quand même qu'il pourra avoir peut-être une ovation ou quelque chose dans un stade plein, donc il pourra revenir peut-être pour avoir quelque chose à la hauteur de ce qu'il a apporté à ce club. Mais ça, c'est pour un autre podcast, peut-être un peu à la manière de Gaëtan Bello, évidemment. Et tous ces joueurs qui partiront, même pas que à Brest, hein, mais dans tous les clubs et qui ne pourront pas avoir un au revoir à la hauteur de ce qu'ils ont apporté à leurs différents clubs. Évidemment, la Chine, vous avez des comptes à rendre, hein, on n'oublie pas. Et donc, partons sur les attaquants avec Irving Cardona et Steve Mounier. Alors, Steve Mounier, franchement, on a pas mal parlé. Une très très grosse recrue, même au niveau du CV, hein, c'était plutôt pas mal. Montpellier, il avait inscrit pas mal de buts. Huddersfield, c'était plutôt pas mal en première ligue, effectivement, également. La plus grosse recrue, en tout cas en termes de montant de transfert, hein, si je dis pas de bêtises, à égalité peut-être avec Franco Nora. Donc il y avait une certaine pression, d'autant qu'il était arrivé sans préparation à Brest. Et tout de suite, il a montré que c'était un cadeau, hein, que c'était, il est devenu très très vite indispensable. Et alors, je vais encore le dire, mais n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir sa conférence de presse de présentation qui montre que c'est effectivement, déjà il le montre sur le terrain, que c'est un joueur très intelligent, mais c'est effectivement un homme très très intelligent également, qui parle très bien, qui est très clair dans ce qu'il raconte, qui semble être voilà une raison logique. Il avait une raison logique pour partir en Angleterre, il a une raison logique pour revenir en France. Ça a l'air vraiment d'être une personne tout à fait charmante et c'est un joueur de grande qualité qui se bat pour l'équipe, qui fait le premier pressing, qui apporte de la variété dans le jeu. C'est vraiment, on pourrait lui aussi peut-être faire un podcast entier sur Steve Mounier, mais c'est effectivement une très très grosse recrue pour le Stade brestois, mon cher Yann. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, je vais juste préciser ma pensée. À mon sens, c'est pas le joueur le plus talentueux de l'effectif, peut-être même loin de là, mais c'est le plus important collectivement et ça va permettre un peu de rebondir sur Irving Cardona. Je pense que Steve Mounier, c'est le joueur qui rend les autres meilleurs autour de lui. Si quelqu'un comme Franck Honora et Romain Fèvre sont aussi performants en ce début de saison, c'est parce qu'il y a Steve Mounier qui joue parfaitement avec eux, qui sait prendre les espaces, qui sait rythmer le jeu tout simplement. Et même Irving Cardona en profite. C'est peut-être plus dur en ce moment pour lui, mais c'est surtout son apport collectif à Steve Mounier qui est monstrueux. C'est de loin le joueur, en tout cas l'attaquant, qui gagne le plus de duels dans les 5 plus grands championnats. Les duels de la tête, pardon, les duels aériens. Et j'imagine que effectivement, prendre Steve Mounier au marquage, c'est une sacrée tare, hein, et que donc ça doit fatiguer les défenseurs et de facto ça offre davantage d'espace. Voilà, les défenseurs sont peut-être moins concentrés sur quelques actions. Donc c'est effectivement une très très belle recrue et en plus il est pas maladroit non plus avec ses pieds et il a marqué comme 5 buts, Oui. hein, finalement. C'est le co-meilleur buteur avec Franco Nora. Il a aussi fait quelques passes décisives, 3, et il est généralement plutôt bien placé. Il est là dans la surface, hein, effectivement, avec une équipe qui centre beaucoup. On avait besoin d'un target man, on va dire, dans la surface. Et il apporte vraiment tout ça, vraiment tout ce qu'on avait tout ce dont on avait besoin. Finalement, il coche toutes les cases. Et voilà, encore une fois, bravo à Grégory Lorenzi pour être allé le chercher parce que ce dossier de l'attaquant était pas gagné d'avance. Il y avait eu pas mal de rumeurs, mais très peu de concret. Finalement, on avait l'impression que c'était un peu la panique, mais pas du tout. Grégory Lorenzi avait plus d'un tour dans sa manche et on embrasse évidemment Anthony Lopez. effectivement, qui a toujours des bleus, hein, je pense.
Vu le machin qu'il a pris. Quelques défenseurs évidemment qui ont pris pareil le tarif de Steve Mounier, avec notamment dans les colonnes du Télégramme, il avait dit qu'en Ligue 1, il était obligé de moins aller au contact, ou en tout cas de moins mettre de force dans les contacts, c'est-à-dire que je pense que s'il voulait, il y a deux trois défenseurs, 2-3 gardiens qui en prendraient pour leur grade. Un autre qui va peut-être, ou qui en tout cas en prend pour son grade depuis quelques temps, cette fois au sens figuré, c'est Irving Cardona. Je sais pas trop ce que toi t'as pensé de son début de saison. En fait, c'est un joueur, c'est compliqué de le cerner, mais je pense que en fait, c'est un joueur d'instinct. Et dès qu'il commence à trop réfléchir, à trop gamberger, que ce soit devant le but, que ce soit même dans le cœur du jeu, hein, parce que finalement il est capable de faire des déviations, de bien jouer au football finalement. Mais dès que ça contrôle, dès que ça gamberge, dès que ça réfléchit un peu trop, je trouve qu'il est, voilà, il est pas dans son élément. Les buts qu'il met généralement sont des buts en première intention et sont plutôt beaux, que ce soit techniquement ou justement instinctivement. Le but contre Metz, il faut quand même mettre la petite pichenette au-dessus du défenseur. Le but contre Saint-Etienne, il est vraiment très très difficile à mettre avec un centre de Franck Honora qui est intérieur du pied et qui donc, enfin il y a pas d'angle en fait pour Irving Cardona pour la toucher. La petite déviation est vraiment parfaite. Donc et évidemment contre Dijon, j'en parle pas. Hein. Il met des buts d'une qualité technique largement supérieure à sa véritable qualité technique, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Je dirais que alors la comparaison est pas dingue, mais il y a une sorte de c'est un peu Edinson Cavani dans Oui, ce genre-là. oui, je suis assez d'accord. Avec quand même un bémol que n'a pas Cavani et Cardona, c'est une question de régularité. On a eu un début de saison compliqué puisque a priori à l'entraînement il faisait pas le taf. Après il s'est bien repris et là on a l'air d'être de nouveau dans le creux de la vague avec non seulement des ratés, mais ça c'est pas dramatique. Steve Mounier aussi il en rate, mais surtout des performances qui sont en déclin. Moi je peux lui pardonner son raté face au PSG, et son apport collectif a été proche de zéro sur ce match-là. C'était pareil contre Nice, je l'ai trouvé franchement très moyen. Et voilà, c'est un attaquant peut-être qui marche à la confiance, c'est un attaquant tout court, hein, du coup. Mais en ce moment, c'est vraiment le creux de la vague. Et je suis assez perplexe, curieux de voir comment il va rebondir, parce que c'est peut-être là le manque de l'effectif aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'il n'a pas de remplaçant. On a Gaëtan Charbonnier, mais c'est un tout autre style et c'est ma crainte sur la suite. Est-ce que Irving Cardona saura revenir à son niveau, à son meilleur niveau? On ne peut en revanche pas lui reprocher ses efforts. Oui, ça très Ça, c'est clairement. sûr que là-dessus, il est au rendez-vous toujours. Même par exemple, si on prend le match contre le PSG, 80e minute, c'est lui qui défend moyennement bien sur Mbappé quand il est à 2 contre 1, quoi, mais il est là. Et au niveau des appels de balles aussi, ils sont généreux. Là-dessus, il y a pas de souci. Et il y aura peut-être moyen d'affiner un peu ses efforts pour être peut-être un peu plus, C'est c'est quoi le mot efficace. que je cherche? Efficace, c'est sûr. Non, non, c'était pas ça, mais efficace devant le but et avoir un peu plus de lucidité. C'est le mot que je cherchais, de la lucidité devant le but en fin de match, parce qu'il y a quand même eu à Lyon et ensuite le match d'après contre Montpellier, Mmh. où il y a des situations où il Contre aurait Reims. largement dû. En tout cas, effectivement contre Montpellier, non? Les trois. Les trois. Lyon, Montpellier Reims, Montpellier, Paris. et Paris, évidemment, mais c'était en fin de première période. Fin de première période? Oui. Donc ouais, il y a peut-être un peu de travail à effectuer là-dessus. Il y a pas, voilà, faut pas non plus baisser les bras du côté des supporters concernant Irving Cardona, mais c'est vrai que bon, c'est un peu énervant de voir des ratés, parce que généralement, face au but, en tout cas de l'année dernière, Oui, il donne. mais je pense que l'année dernière, et là aussi, les buts étaient plutôt en première intention, quoi. Il n'y avait pas trop à contrôler, et Et puis enfin bref. l'année dernière, il jouait sur le côté. Là, c'est dans l'axe, il découvre un C'est peu vrai. ce poste. Plutôt bien. Franchement, au début de saison, c'était pas gagné. Et voilà, là, j'ai des doutes. J'en ai eu en début de saison, il a réussi à nous faire mentir. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui a un gros caractère, une grosse force de caractère. On va voir s'il arrivera une nouvelle fois à se relever et à donner tort un peu à tout le monde. Et il est encore jeune. Oui, Donc finalement, il y a plein de points sur lesquels on peut être plutôt optimiste. Malheureusement, il y a aussi quelques points où on ne peut pas l'être. Peut-être parler un peu de l'entraîneur, et oui, l'homme, le chef l'homme d'orchestre. Olivier Dalloglio. Prolonger Olivier Dalloglio, évidemment, c'est l'objectif.
Il lui reste évidemment encore 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, de contrat, puisque Oui. il avait signé pour 2 ans plus 1 an d'option si Brest se maintenait. Brest s'est maintenu, donc normalement cette option a été levée automatiquement. Et bah voilà, Olivier Dalloglio, j'en parlais en début de podcast, il a une très très bonne réputation d'équipe. Voilà, il fait jouer ses équipes et bah, cette réputation n'est pas infondée, loin de là, mon cher Yann. Non, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, contrairement à Jean-Marc Furlan, qu'on embrasse encore une fois, il y a du pragmatisme. J'ai eu cette impression que Jean-Marc Furlan ferait jouer son équipe de la même manière, quels que soient ses joueurs. Là, on voit que Olivier Daoglio s'est adapté aux qualités de ses joueurs. Je pense notamment à un Franck Honora qui ne collait pas trop en début de saison au style de jeu. Il s'est adapté aussi au championnat, tout simplement. Au début de saison, on avait le ballon. Maintenant, on s'est rendu compte que pas forcément besoin. Et ça, c'est une très bonne surprise parce que c'était un peu ma peur. C'était qu'on se retrouve avec un entraîneur qui ne changerait pas, qui serait inflexible quoi qu'il arrive. Et bah non, ça traduit du coup non seulement effectivement des grands principes, des belles idées de jeu, mais une véritable intelligence et une véritable analyse, même si on n'avait pas trop de doutes là-dessus. De la théorie à la pratique, c'est satisfaisant. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve même dans la transition qu'il a fait dans le jeu brestois, c'est que ça a été plutôt fait intelligemment aussi. C'est-à-dire que effectivement, au début de saison, on voulait avoir le ballon. Puis je pense que le départ de Diallo, en tout cas au niveau temporairement, ça fait sens. Hein. C'est au moment où Diallo est parti, c'est-à-dire contre le match contre Monaco. Hein. C'est le premier match qu'on joue sans Diallo. Oui, On commence à laisser, alors contre Monaco c'était peut-être involontaire, mais on commence à laisser le ballon à l'équipe adverse. Et c'était aussi le moment où Brest prenait trop de buts et que donc on va dire que c'était le bon moment pour changer de système de jeu, à la fois parce que Diallo partait et parce qu'on devait prendre beaucoup de moins de buts. C'était après le match contre Angers. Et c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait vraiment déborder le vase. Et du coup, ça a été fait de façon, je dirais, intelligente, en d'abord renforçant le côté défensif, avant, ensuite, sur les matchs suivants, ça a pris quelques matchs. Hein. Il y a les matchs contre Rennes où c'était vraiment une purge intersidérale, ce qu'on avait fait avec le ballon. Si je dis plus de bêtises, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à la fois Rennes. euh, avant Rennes, il y avait Nantes d'abord, oui, puis il y avait Strasbourg mm, et Rennes c'est ça. avant le match contre Lille, où on a commencé à voir les prémices de ce qu'on peut voir actuellement. Et ces 3 matchs-là, c'était même, on peut mettre Monaco, hein, où on a eu 30% de possession de balle. Bon, autant Monaco s'est pas procuré beaucoup d'occasions, autant c'était pas fou au niveau dans ce qu'on faisait avec le ballon. Et je dirais que ça a été plutôt fait intelligemment en renforçant le côté défensif. Et petit à petit, on a senti une envie de reprendre le ballon, peut-être pas nécessairement au niveau auquel on l'avait en début de saison, mais petit à petit, voilà, Brest a retrouvé un peu plus le ballon. En témoigne le nombre le pourcentage de possession de balle sur certains matchs, hein, 55% à Metz, 52 contre Reims, 56 contre Montpellier, 53 contre Lens. Voilà, il y a eu des matchs où généralement on ouvrait le score, donc on pouvait se permettre de laisser le ballon à l'adversaire, mais il y a par exemple le match contre Paris où évidemment Paris avait la majorité de possession de ballon, mais on commence à voir de plus en plus de sorties de balle. Il y a toujours cette envie de garder le ballon et de repartir par l'arrière. Je trouve que ça a été fait intelligemment et que ça offre des prémices intéressantes pour cette deuxième partie de saison, où je pense qu'on va retrouver petit à petit, et c'est aussi le discours qu'il tient, c'est-à-dire que je pense pas qu'il prenne beaucoup de plaisir à voir son équipe évoluer avec 35-40% du ballon à tous les matchs. Je pense pas que c'est son idée du football. Et je pense que voilà, Brest va retrouver ce ballon petit à petit, on va dire, tout en gardant cette dangerosité en contre, ce qui va nous permettre d'être une équipe tout à fait complète, avec peut-être des joueurs qui vont arriver l'été prochain qui vont apporter cette autre dimension au jeu brestois. Donc je trouve que cette transition a été menée intelligemment et que les résultats parlent pour lui. Peut-être quand même parce que tout n'est pas parfait, hein, c'est normal. Il y a quand même des questions autour de la gestion de ces changements, c'est-à-dire soit une tendance à être un peu passif, soit une tendance à vouloir tout changer. Voilà, c'est normal pour un entraîneur, c'est pas facile, surtout maintenant qu'il a les 5 changements. C'est jamais facile, mais bon, il y a quand même des choses qui agacent. Hein. Je sais que Franche n'est plus là, mais
le fait de voir Jérémy Loiron rentrer systématiquement, y compris dans des matchs où il n'est pas taillé, parce que voilà, c'est bien, on tape un peu sur Jérémy Loiron, mais il faut admettre qu'il y a des matchs où il est taillé pour rentrer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on sent... Quand on perd 1-0 au parc, c'est peut-être pas le match où il est, Voilà, c'est ça. Il est peut-être pas taillé pour ce genre de match. C'est ça, mais c'est malheureusement pas le seul exemple, hein. Au niveau de la charnière centrale, on va voir comment il va réussir à gérer ça, mais on sait que son entêtement avec Christophe Herrel en début de saison, ça a pu coûter. Voilà, un entraîneur, ça progresse, ça connaît de mieux en mieux son effectif. J'attends de voir comment il va gérer ces changements. Je trouvais que c'était un peu mieux ces dernières semaines, mais là, contre Paris, effectivement, j'étais surpris, on va dire. Pas avec toi, autant je suis tout à fait partisan d'Olivier Daoglio, autant sur certains changements notamment. Autant sur le discours, j'ai pas trop de soucis, hein, le discours est plutôt bon. Généralement, j'ai pas trop de problèmes avec les 11 alignés, d'autant que maintenant il n'y a plus de débat, hein, globalement. Il y a plus trop de débat, à part sur la défense centrale peut-être. Autant c'est vrai que sur les changements, il y a peut-être quelques peut-être pas progrès, mais moi on va dire que je les ferais différemment, quoi. Oui, voilà. Après, je ne suis pas entraîneur du Stade Brestois, donc finalement. Puis il y a des fois, il a fait des changements qu'on a conspué, critiqué, et ça a marché. Le temps lui donnera raison ou non, pour reprendre le célèbre adage des bielcistes, mais... Pour l'instant, on va peut-être... on a fait le bilan global en début de podcast, mais Brest est 11e, Brest a une douzaine de points d'avance. 14 points d'avance sur le 19e, qui est d'ailleurs... Attends, c'est le club de qui déjà? Ah, c'est... Oula, est-ce que ce serait pas Loïc Ferry? Ah oui, effectivement. Et c'est qui son attaquant fétiche déjà? Ah, bah c'est Pierre-Yves Hamel, visiblement. Et oui. Après avoir claqué 20 millions sur 2 joueurs. C'est con, hein? Et oui, c'est terrible. Terrible pour notre cher trader londonien. En parfait londonien, il y a évidemment une épidémie de Covid-19 actuellement. Ça, par contre, c'est marrant. Du côté de Lorient, effectivement. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Sur ce bilan de première partie de saison, c'est évidemment important de le faire, et évidemment important d'être complet. On pouvait se permettre quelques libertés au niveau de la temporalité, de la durée de ce podcast, et volontairement on l'a fait un peu plus long, puisque c'est un podcast exceptionnel qu'on fait une fois par an. Oui. Et oui, puisqu'il y a une seule fin de première partie de saison par an. Peut-être, et ça sera ma conclusion, hein, il y a un nom qu'on a répété à plusieurs reprises, mais sur lequel on n'est pas revenu en soi, c'est Grégory Lorenzi. Effectivement. Il y a unanimité autour de lui. Le succès du Stade Brestois, c'est peut-être pas avant tout, mais c'est en grande partie son succès. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça. Bravo et merci. Je pense que quand on va faire le bilan dans 2 ans, on va dire, sur le bénéfice qu'aura fait le Stade Brestois au niveau des transferts entrants et sortants, ça va être quelque chose. Ça va être du oui, et puis même sur du porte-tiers, hein. Ça va être... Mais même sur la crédibilité au niveau national, c'est plaisant, parce qu'il y a les actes et il y a aussi le discours. Franchement, c'est vrai que le discours, pour le coup, tient parfaitement sens avec les actes. Et même quand il part, c'est vraiment très très clair, c'est bien pensé. Il n'y a pas un mot, même quand il y a eu la petite bataille avec Loïc Ferry, il est toujours resté classe, sur Adrian Gurbic notamment. C'était ça que tu voulais parler? Peut-être, je ne sais pas. 2 buts, hein. 2 buts. Bravo, monsieur Lorenzi, si évidemment il nous écoute, hein. Tant d'élite opinion dans un podcast, évidemment, c'est nécessaire pour lui de nous écouter, mais non, bravo, et merci. Et merci à toi, Yann, et bravo aussi. Merci à toi de m'avoir accompagné, d'avoir animé. On salue Fanche, toujours. Ce fut un plaisir, et on se retrouve prochainement avec le match face à Rennes. On verra peut-être s'il y a un live, mais normalement, ça devrait être quasiment le dernier où on est un peu short au niveau des dates. Ce sera le mot de la fin. Oui, bah merci, et allez Brest, Kenao. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière, et dans la blanche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.